Réussir le commentaire sur l'argumentation. Vous retrouverez d'autres vidéos semblables sur ma chaîne, notamment comment faire un commentaire d'un texte de théâtre et de roman. Commenter un texte argumentatif est le plus difficile car l'argumentation n'est pas un genre mais une visée. On parle aussi de littérature d'idées, soit tous les textes qui cherchent à transmettre des idées, une thèse, dénoncer un point de vue ou une pratique, c'est-à-dire des textes et des œuvres extrêmement variés. La première chose à déterminer, c'est si le texte appartient à l'argumentation directe ou l'argumentation indirecte. L'argumentation est directe quand le locuteur ou l'auteur défend en son nom une thèse, comme dans un discours par exemple. L'argumentation est indirecte quand l'auteur utilise une fiction, une situation fictive et des personnages qui vont incarner la thèse à défendre ou la cible à dénoncer, comme dans une fable par exemple. Une fois qu'on a identifié le type d'argumentation, on va se poser une série de questions. On va commencer avec l'argumentation directe qui est plus abstraite et donc plus difficile à analyser. D'abord, on examine le genre. S'agit-il d'un texte oralisé ou destiné à être prononcé devant un auditoire, un discours, un plaidoyer, un réquisitoire? Il faudra analyser la dimension orale, l'interlocution avec l'auditoire. S'agit-il d'une argumentation écrite, essai, lettre ouverte, pamphlet, manifeste, préface? Chacun obéit à des codes formels, à des publics et à des enjeux particuliers. Par exemple, dans le cas d'une lettre ouverte, il faut analyser en quoi la forme de la lettre sert l'enjeu argumentatif. Deuxièmement, on s'intéresse au contenu argumentatif, à la thèse défendue. Il faut être capable d'identifier ou de reformuler la thèse défendue, c'est-à-dire l'opinion, le point de vue, la position défendue. Il faut aussi se demander si l'auteur défend sa thèse en réfutant la thèse de ses adversaires, en montrant que les autres se trompent. Il faut également identifier les arguments utilisés et le type d'argument. Par exemple, pour les plus connus, l'argument d'autorité, qui s'appuie sur une personne ou une entité qui a une réputation d'expert et que l'on convoque comme un appui, ou l'argument ad hominem, qui veut dire en latin contre l'homme, c'est une attaque contre la personne. On s'attaque directement à la personne de l'adversaire pour la rendre illégitime et donc mieux discréditer ses idées. Ou encore l'argument déductif, on part d'un fait général pour en tirer une déduction particulière, ou à l'inverse, l'argument inductif, on part d'un fait particulier pour en tirer une loi générale. On se demande également s'il y a des exemples, c'est-à-dire des illustrations, des situations concrètes qui sont utilisées pour mettre en application l'argument, le rendre concret, compréhensible, visualisable. Enfin, il est utile d'examiner le raisonnement complet. Comment les idées s'enchaînent, s'organisent, s'articulent, en s'aidant des connecteurs logiques, des liens logiques, du passage d'une idée A à une idée B. Face à un texte d'argumentation directe, le plus simple est donc au brouillon de commencer par faire une reformulation phrase par phrase pour visualiser la trame logique globale du raisonnement, la thèse et l'enchaînement des arguments. Ensuite, on s'intéresse à la stratégie argumentative, c'est-à-dire non pas le contenu, la thèse, les arguments, mais la manière dont la thèse est défendue, la stratégie utilisée pour que le lecteur ou l'auditeur adhère à notre position. On a en fait deux grandes stratégies, la raison et l'émotion, des stratégies qui peuvent se combiner d'ailleurs. On fait appel à la raison, à la logique quand on cherche à convaincre. On s'adresse à l'intellect de notre public. On va donc favoriser la neutralité, l'objectivité, la logique. Autre stratégie, on peut faire appel aux émotions. Il s'agit cette fois de persuasion. On cherche à faire adhérer en provoquant des émotions, par exemple la peur, l'indignation, l'enthousiasme, la pitié, la colère, mais aussi le rire, la complicité, la moquerie. Dans ce cas de figure, l'auteur va utiliser les ressources de l'éloge et du blâme, un lexique péjoratif ou amélioratif, la caricature ou le grandissement. Il va s'impliquer émotionnellement et ou impliquer son destinataire dans le propos, par exemple par des apostrophes ou des questions rhétoriques. Il est aussi possible, dernièrement, de mettre en balance deux points de vue, d'examiner le pour et le contre de chacun pour trancher. On part alors de délibération ou de discours délibératif, comme le fait un juge dans un tribunal. Quatrièmement, les tonalités. Si le locuteur cherche à être neutre, on peut avoir une tonalité didactique, c'est-à-dire qui cherche à transmettre un savoir. Si le locuteur fait appel à l'émotion, on peut trouver en fait toutes les autres tonalités, le pathétique, le tragique, le satirique, l'ironique, le polémique, etc. On analyse donc les procédés littéraires et de style qui servent à susciter tel ou tel effet ou telle émotion. Enfin, on va chercher tous les moyens rhétoriques et stylistiques utilisés pour donner plus de force à la démonstration. Questions rhétoriques, exclamations, apostrophes, anaphores, gradations, parallélisme, antithèse.
Voilà, toutes les figures de style. Donc voilà pour l'argumentation directe. Passons maintenant à l'argumentation indirecte. Même chose, on identifie le genre utilisé, car chacun a ses propres codes. S'agit-il d'un genre appartenant au surnaturel, le merveilleux, avec la fable ou le conte de fées, la science-fiction, l'utopie, la dystopie? S'agit-il d'un genre critique ou philosophique, le conte philosophique, l'allégorie, le dialogue, théâtral ou romanesque, de deux personnages opposant deux thèses? S'agit-il d'un poème engagé, d'une scène de théâtre à thèse, de roman philosophique? Donc tous les genres finalement sont potentiellement concernés. Donc on va utiliser les outils littéraires du genre en question. Par exemple, s'il s'agit d'un poème engagé, mettons contre la guerre, on utilise les ressources de l'analyse poétique et les outils littéraires de la poésie. Deuxièmement, on s'intéresse à la situation fictive utilisée pour transmettre les idées ou dénoncer quelque chose, une thèse, une pratique, un comportement. Cela peut être très varié. Ça peut être un texte mettant en opposition deux personnages qui sont en désaccord, ou deux forces incarnant le bien et le mal, un gentil et un méchant pour faire simple. C'est souvent le cas dans les fables et les contes qui sont assez manichéens. Est-ce qu'on a par exemple un texte qui vise à produire de la compassion pour une victime ou de l'indignation pour un bourreau? Est-ce qu'on a un extrait satirique ou ironique qui se moque d'une cible ou d'un comportement? En réalité, tout est possible. Il faut donc se demander comment cette situation précise incarne un conflit d'idées. Il faut décrypter quelles idées et quelles valeurs sont défendues par le biais de cette situation fictionnelle. Troisièmement, comme dans l'argumentation directe, on cherche à identifier la stratégie argumentative des personnages, qu'il s'agisse d'un dialogue où les personnages confrontent leurs points de vue, est-ce qu'ils utilisent la stratégie de la raison, de l'émotion, ou la stratégie argumentative du narrateur. Est-ce que le narrateur s'implique émotionnellement dans sa narration? La question est finalement toujours la même. Comment l'auteur s'y prend pour nous faire adhérer à son point de vue? Quatrièmement, même chose que pour l'argumentation directe, on en déduit l'emploi d'une ou de plusieurs tonalités. Si on est face à une situation d'injustice bouleversante, on va chercher les indices du pathétique ou du polémique. Si on est face à une situation où un personnage est ridiculisé pour rendre son point de vue absurde, on va chercher les indices de la satire ou de l'ironie. Donc vous voyez, pour étudier un texte argumentatif, il faut finalement maîtriser énormément d'outils différents. Les codes formels de chaque genre, les ressources stylistiques et rhétoriques, les tonalités, etc. Passons maintenant à une mise en application avec un texte de science-fiction, donc d'argumentation indirecte. Il s'agit d'un extrait de la fin d'un roman de René Barjavel, un romancier français, intitulé Ravage. C'est un roman de science-fiction qui raconte le ravage de la civilisation moderne technologique après une panne mondiale d'électricité. On est donc dans le genre de la dystopie, qui sert ici à mettre en garde contre les dérives possibles de notre monde dans un monde alternatif ou d'anticipation futuriste. Vous connaissez généralement bien la dystopie par le cinéma ou les séries. Donc à la fin du roman, le personnage du patriarche, un des derniers survivants de l'apocalypse, a recréé des décennies plus tard une petite communauté préservée des dangers du progrès technologique, et ils vivent de manière archaïque comme au début de l'humanité. Sauf qu'un jour, le forgeron présente au patriarche une machine qu'il a inventée. Donc je vais lire le texte. Le forgeron tend ses deux mains en avant en geste de don. Il est fier d'avoir construit cette merveille. Il est heureux de la donner à celui dont la sagesse fait le bonheur de tous. Son cœur est plein d'amour et de joie. Mais il recule tout à coup. Dans la nuit, la voix du patriarche gronde plus fort que celle de la machine, et lui apporte les mots d'une terrible colère. « Insensé !» crie le vieillard. « Le cataclysme qui faillit faire périr le monde est-il déjà si lointain qu'un homme de ton âge ait pu en oublier la leçon ? Ne sais-tu pas, ne vous l'ai-je pas appris, à tous, que les hommes se perdirent justement parce qu'ils avaient voulu épargner leur peine ? Ils avaient fabriqué 1000 et 1000 et 1000 sortes de machines. Elles travaillaient, marchaient, regardaient, écoutaient pour eux. Ils ne savaient plus se servir de leurs mains. Ils ne savaient plus faire l'effort, plus voir, plus entendre. Autour de leurs os, leur chair inutile avait fondu. Dans leur cerveau, toute la connaissance du monde se réduisait à la conduite de ces machines. Quand elles s'arrêtèrent tout à la fois par la volonté du ciel, les hommes se trouvèrent comme des huîtres arrachées à leurs coquilles. Il ne leur restait qu'à mourir. On va donc appliquer nos différentes catégories de manière à élaborer rapidement un plan. D'abord, le genre. Je l'ai déjà dit, c'est de l'argumentation indirecte. On a une situation fictive, romanesque. Nous montrons un monde alternatif d'après la fin de la civilisation technologique. Donc le texte appartient à la science-fiction et imagine un monde dans lequel les machines ont pris le pouvoir sur la vie humaine et qui a conduit l'humanité à la catastrophe, au cataclysme, dit l'extrait.
On peut donc parler de dystopie, car l'extrait met en garde le lecteur contre les dérives du progrès technologique et scientifique qui peut se retourner contre les hommes. C'est un topos, un stéréotype de la science-fiction depuis le 19e siècle. Il suffit de penser aux savants fous, type Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc la thèse ici est celle du patriarche. Elle doit être déduite de ses propos, elle n'est pas dite clairement, mais on la comprend très bien. Le patriarche affirme que le progrès technologique conduit inévitablement à la destruction de l'humanité. La thèse est assez pessimiste donc. On a donc une première piste grâce au genre. C'est une dystopie de science-fiction qui met en garde contre les dangers du progrès technologique. Deuxièmement, on s'intéresse à la situation fictive proposée. Il s'agit d'une confrontation entre deux personnages, le patriarche et le forgeron, qui ont deux visions différentes du progrès technologique, donc deux thèses s'opposent implicitement. Le forgeron est naïf et inconscient des risques, et donc il est heureux de son invention. On observe en effet le lexique du don. Le forgeron tend ses deux mains en avant en geste de don. On trouve le verbe donner. Pour lui, le progrès technique est un cadeau et un bienfait pour l'humanité. On trouve aussi un lexique laudatif, élogieux et affectif, proche du lyrisme avec les mots fier, merveille, heureux, bonheur et l'expression lyrique « son cœur est plein d'amour et de joie ». Donc pour le forgeron, créer des machines est un geste d'altruisme, de générosité qui est destiné à améliorer les conditions de vie de sa communauté. Or, le patriarche, quant à lui, est furieux de cette initiative, car lui, qui est le plus âgé, se souvient que le progrès a mené l'humanité à sa perte. Il y a donc une confrontation violente entre les deux personnages, qui est visible grâce par exemple au lexique de la colère, la voix du patriarche gronde plus fort, le verbe crie, l'hyperbole terrible colère. On remarque aussi des exclamations et une insulte insensée. Il y a aussi plusieurs questions rhétoriques qui mettent en accusation l'amnésie dangereuse du forgeron et même de toute la communauté. Ne sais-tu pas, ne vous l'ai-je pas appris à tous que les hommes, etc. D'ailleurs, cette phrase interronégative est une accusation. Tout le monde a oublié les dangers du progrès technologique et le patriarche est seul contre tous, seul contre l'inévitable tendance humaine à l'innovation et à l'invention. On a donc une deuxième piste grâce à cette situation fictive. Le texte met en scène une confrontation entre deux personnages, le forgeron naïf et le patriarche, conscient du danger. Troisièmement, les stratégies argumentatives. C'est le patriarche qui parle et qui argumente pour défendre sa thèse. Les machines finissent par mener l'humanité à sa destruction. Il fait donc un raisonnement inductif. Il déduit d'une situation particulière, le cataclysme qui s'est produit autrefois. Il en déduit une loi générale. Ce cataclysme va de nouveau avoir lieu si les humains recommencent à fabriquer des machines. De plus, sa stratégie argumentative est assez claire. Il a recours aux émotions, à la persuasion, grâce à la peur et à l'indignation. Il veut en effet susciter la peur grâce au lexique de la mort et de la destruction qui est très présent dans sa parole, cataclysme, périr, perdir, fondu, mourir. Donc il associe le progrès à l'apocalypse, à l'anéantissement, et il apparaît donc comme un prophète de la fin du monde, donc très effrayant. Il utilise aussi une comparaison des hommes à des huîtres arrachées à leur coquille, faisant des humains des mollusques vulnérables, sans défense, déshumanisés. On a donc une troisième piste, le discours du patriarche utilise la stratégie argumentative de la peur pour mettre en garde contre les machines. Quatrièmement, les tonalités. On va les coupler avec la stratégie émotionnelle de la peur. On en a deux principales, la tonalité tragique et la tonalité polémique. La tonalité tragique est présente car le patriarche expose la destruction de l'humanité comme inévitable, inéluctable, ce qui est le propre du tragique, il n'y a pas d'issue, pas de solution. On remarque que le discours passe au temps du passé simple et plus que parfait. Le patriarche retrace le passé et la destinée de l'humanité qui risque donc de se répéter inévitablement dans une boucle tragique. On observe aussi le lexique du corps humain, main, os, chair, cerveau, et des sens de la vue et de l'ouïe, entendre, voir, écouter, regarder. Donc cela montre que le corps humain est devenu peu à peu inutile, déshumanisé, vampirisé, remplacé par les machines. Les humains ont perdu le contact avec le réel. On voit aussi une énumération de verbes d'action. Elles travaillaient, marchaient, regardaient, écoutaient pour eux. Donc cette énumération montre que les machines ont remplacé peu à peu les humains de toutes leurs actions quotidiennes, les ont tragiquement vidés de leur substance. Donc quatrième piste, le patriarche expose la destruction inévitable et tragique de l'humanité qui sera à coup sûr remplacée par les machines. Deuxième tonalité, la tonalité polémique, qui est la tonalité de l'attaque, du reproche. Le patriarche blâme les hommes qui sont responsables de leur malheur à cause de leur bêtise, de leur ignorance, de leur paresse.
On peut relever par exemple l'hyperbole 1000 et 1000 et 1000 sortes de machines. Les humains se sont entourés de multiples machines pour épargner leur peine, dit le patriarche, donc par paresse, goût du moindre effort, au point d'être colonisés par les machines. Il y a aussi des répétitions en parallélisme de « ils ne savaient plus ». La négation montre la perte de connaissance. Les humains ont perdu leur spécificité humaine par ignorance, par paresse. Le verbe savoir est d'ailleurs repris de « ne sais-tu pas ». Donc le blâme concerne finalement tout le monde, aussi bien les membres de la communauté, puisque eux aussi sont censés savoir, ils sont censés être avertis des dangers, et donc leur ignorance et leur naïveté sont d'autant plus coupables. Donc 5e piste, le patriarche fait un blâme polémique de la culpabilité des hommes dans leur malheur. Donc maintenant qu'on a quelques grandes pistes d'analyse, on va tâcher de faire un plan. Reprenons nos grandes idées. Donc on se demande quelles sont les grandes lignes de force du texte par rapport à la thèse ici qui est la dénonciation du progrès technologique. On voit qu'on a 2 grands pôles. La thèse du patriarche passe par 2 stratégies globales, le blâme, qui est visible par la colère, le reproche, et la peur, par cette idée de la disparition de l'humanité. On va donc faire 2 grandes parties où on va ranger nos idées. Donc première grande partie, l'extrait propose un blâme de la tendance des humains à vouloir tout faire par des machines, et donc à se laisser coloniser par le progrès technologique. Deuxième grande partie, l'extrait vise à provoquer la peur pour mettre en garde contre les dangers du progrès technologique. Il nous reste à trouver une problématique qui puisse résumer les grands enjeux. Pour ça, on peut résumer le texte sous la forme d'une phrase déclarative qu'on va transformer ensuite en question. Par exemple, la confrontation entre le patriarche et le forgeron permet de mettre en garde contre les dangers du progrès technologique. Donc si on la transforme en question, comment cette confrontation entre le patriarche et le forgeron permet-elle de mettre en garde contre les dangers du progrès technologique ? Voilà, je vous dis à bientôt pour une 4e vidéo, cette fois sur la poésie. Comment faire un commentaire d'un texte poétique. À bientôt.